Ça y est, c'est le bilan de la fin de l'année 2025. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Aujourd'hui, petit changement de décor, je me suis dit pourquoi pas tourner à côté de mon sapin, mon fameux sapin aux couleurs d'automne que je vous ai montré déjà sur Instagram. Puisque c'est la vidéo de fin d'année, alors vous, quand vous la regarderez, Noël sera déjà passé. Noël n'est pas encore passé pour moi, mais je me suis dit, voilà, j'aime bien mon sapin. Euh, Autant changer un peu le décor. Et puis, pour l'occasion, je me suis habillée aux couleurs de Noël, en vert et en rouge. Ah, je sais pas si on voit avec le filtre que j'ai mis. Enfin bref, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles de Noël, mon petit nœud de Noël. Je me suis dit, autant marquer le coup. Et Didine se débarque puisqu'elle m'entend parler. Donc à tout moment, elle fait tomber le setup, elle vient squatter. À tout moment, c'est dans le bêtisier. Monte, est-ce que je sais pas si on te verra? Oh, si on te voit, ma chérie. Il faut que je parle en micro, sinon ça marche pas. Oui, mon cœur. Tu vas faire monter les vues? Oui. Si jamais je regarde sur le côté, c'est pas parce qu'il y a Didine, même si je l'adore, hein, j'adore l'observer, l'admirer. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai mes notes. Vous allez voir, j'ai beaucoup de statistiques, lecture. Et donc, j'ai tout noté à côté sur mon ordinateur. Donc, voilà, si je regarde à côté, c'est mon prompteur un petit peu. Les boissons qui m'accompagnent dans cette vidéo. Alors, je vais boire comme boisson chaude une tisane de Noël saveur pain d'épices de chez Tea Experience. Oh, je vous mets ça. D'ailleurs, je suis en train de finir le paquet. Donc, comme son nom l'indique, pain d'épices, pommes, cannelle, mangue, hibiscus, ananas, un peu de cacao, écorce d'orange, voilà. Plein d'épices un peu et de sucré, enfin tout ce qui est épices de Noël, quoi. Dans mon joli mug, regardez comme il est beau. Mon joli mug de Noël. Et pour rester hydratée, j'ai pris comme d'habitude ma petite boisson, mon petit lait d'avoine. Voilà. Et pour me tenir chaud, j'ai des dînes. Alors, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'était de vous faire un petit bilan lecture 2025. Alors, j'aurais pu faire un tag, je sais qu'il y a des tags qui existent, mais j'avais un peu la flemme. Et surtout, je pense que j'aurais pas eu grand-chose à dire, malheureusement, parce que j'ai pas tant lu que ça. À mon échelle, encore une fois, j'ai lu 50 livres cette année. Peut-être pour certaines personnes, c'est beaucoup, beaucoup. Comparé à d'autres du milieu de la booksphère, c'est peu, je ne sais pas. En tout cas, je suis contente. Alors, je triche un peu. L'heure où j'enregistre la vidéo, on est le 21 décembre, il reste 10 jours. Et en fait, je suis à 48 livres. Mais il y en a un, le tome 2 de Peau d'âme, il me reste moins d'un quart à lire. Et je suis en train de lire le tome 2 de l'Assassin Royal et je l'aurai fini largement d'ici 10 jours. Donc, je considère que c'est bon, j'ai fait mes 50 livres. Parce que si vous voulez tout savoir, les 50 livres, c'était mon challenge Goodreads. Je me mets toujours 50 livres à lire par an. Et généralement, je le fais haut à la main. Je suis plutôt autour entre 60 65 livres. Et là, cette année, j'ai galéré et j'ai cru vraiment que j'allais pas y arriver. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu triché. C'est pas de la triche parce que c'est des livres, mais merci les bandes dessinées, on va dire. Merci les graphiques, merci les bandes dessinées cette année. D'habitude, je lis très peu de bandes dessinées et donc quand je fais un challenge à 60-65 livres, c'est quasi que des romans. Et cette année, j'ai peiné à atteindre les 50 et vous allez voir les chiffres, les statistiques. Sans les bandes dessinées, je serais loin, loin, loin des 50 livres lus. Voilà. Donc j'ai lu très peu peu de romans comparé aux années précédentes. Après, je vous l'avais dit, si vous avez suivi, je ne sais pas, mon format vlog, dans mon vlog écriture de novembre, et Didine change de position, c'est très important.
cœur. Dans mon vlog d'écriture de novembre, j'ai expliqué, que j'avais plus du tout le temps, d'écrire en ce moment, en général sur cette année et du coup, bah, c'est pareil pour la lecture. Je l'ai vraiment ressenti. J'ai eu des périodes aussi un peu de creux, j'avais plus trop envie de lire, ce qui est lié aussi à que j'arrivais plus à écrire, je pense que les 2 sont liés et j'avais nettement moins le temps, ce qui fait que, bah, rien que mon Pumpkin Autumn Challenge, hein, si vous avez vu mon bilan du Pumpkin, entre tout ce que j'avais prévu dans ma pile à lire et ce que j'ai vraiment lu, enfin, la différence, est abyssale, quoi. Enfin, c'est dingue, quoi. Mais j'ai quand même réussi à faire 50 lectures cette année et dans l'ensemble, c'était de bonnes, voire de très bonnes lectures. Donc même si j'ai moins lu, j'ai bien lu. Vous voyez, je suis contente de moi, j'arrive dans l'ensemble à savoir choisir mes lectures, à savoir, voilà, je commence à connaître mes goûts littéraires, ce qui fait que j'ai de moins en moins de déceptions et pour ça je suis super contente. Alors, je propose, avant de revenir sur quelques-unes de mes lectures, pas toutes bien entendu, puisque quand je fais des updates lecture de 4 livres, la vidéo dure 1 heure, donc si je fais toutes mes lectures, bah, la vidéo dure, vous faites le calcul. Heu, non, je voulais vous proposer avant de revenir sur quelques lectures, sur, mes statistiques et j'adore faire des statistiques de lecture. Je sais pas vous, mais j'ai noté un peu, comment s'est répartie mon année de lecture, sur différents critères, donc je vais vous dire ça tout de suite. Alors, sur la base des 50 livres que j'ai lus. J'ai lu, il y en avait 48 en format papier et 2 en livre audio. Je me suis mis au livre audio, cette année, parce que, bah, comme j'ai plus trop le temps de me poser pour lire, j'ai décidé de tester le format audio pour rentabiliser, le temps que je passe en voiture pour aller au travail, le temps que je passe aussi quand je fais le ménage, la vaisselle, mes séances de sport et cetera, vous voyez? Moi, je suis une fille qui consomme beaucoup de podcasts. J'aime beaucoup écouter des podcasts et donc bah, là, au lieu d'écouter des podcasts, j'écoutais un livre audio. J'aime beaucoup. J'avais peur de pas être assez concentrée, pour suivre l'histoire. Mais finalement, si j'arrive, à rester concentrée sur la route et à suivre l'histoire, donc voilà, c'est rassurant. Après maintenant, je vais vous parler des origines des romans, des livres que j'ai lus. Donc sur les 50 que j'ai lus, il y a 34 livres francophones. Ensuite, j'ai 4 livres, anglophones que j'ai lus en VO. 6 livres anglophones que j'ai lus en traduit, donc 6 traductions qui viennent de l'anglais, 2 traductions qui viennent du danois, c'est les albums, les contes d'Andersen, ça. Une traduction qui vient de l'allemand, une traduction de l'italien, une traduction du suédois, une traduction du norvégien et là je me dis: «Dis donc, il y a beaucoup de pays nordiques», enfin danois, Suède et Norvège, quoi et enfin une traduction qui vient de l'espagnol. Je suis fière de moi. Moi, je fais partie de ces personnes qui militent pour les plumes francophones, pour la littérature francophone, surtout en imaginaire. Oula, ça va, Nini? Tu m'as mis des poils partout. Heureusement qu'ils peuvent pas voir ça parce que c'est la cata, hein. Pourtant, j'ai passé le rouleau anti-poil avant. Tu as quelque chose à dire? C'est une catastrophe d'avoir un chat au poil blanc. Surtout qu'on aime bien s'habiller avec des couleurs sombres comme moi. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, je fais partie de ces enfin, je milite pour mettre en avant, la littérature francophone en imaginaire notamment. Bah, alors je prêche un peu pour ma paroisse en étant autrice de l'imaginaire francophone, mais parce que, j'en ai un peu marre, de ce biais, que les lecteurs, lectrices ont inconsciemment, hein, je pense, d'aller avoir plutôt tendance à aller, lire, des livres, avec des noms, anglophones, enfin des noms des livres, des traductions quoi. Ce que certaines maisons d'édition encore ont aussi comme, ont tendance à privilégier les traductions parce que, bah, les traductions, ils savent que enfin
ils savent ceux qui misent sur un bon cheval parce que, ils vont traduire souvent des livres qui ont marché à l'étranger, des livres qui sont déjà entendus parler, qui ont déjà fait parler d'eux sur les réseaux sociaux, donc les gens vont attendre la traduction avec impatience. Le milieu anglophone est tellement plus répandu, même sur les sphères littéraires en ligne. Bah, du coup, souvent les lecteurs, qui s'y connaissent un peu, qui suivent un peu les actualités, ils vont attendre avec impatience les traductions. Alors que, bah, en France, franchement, on a des plumes, des auteurs et des autrices alors je dis imaginaire parce que c'est ce que je lis, ce que j'écris, de talent, et je pense que plein de personnes passent à côté de sacrées pépites. Donc c'est un peu, je suis une fierté d'avoir, lu, beaucoup de livres francophones, mais tous les ans, je lis beaucoup quand même de littérature, l'imaginaire qui viennent de francophonie. Donc là, 34 livres francophones sur 50, ouais, une petite fierté et une petite revendication aussi. Ensuite, si je devais répartir, les formats, sur ces 50 lectures, il y avait un essai, heu, 3, albums/contes illustrés, 1 recueil de poèmes, 4 recueils de nouvelles, 3 novellas, 2 pièces de théâtre, 13 bandes dessinées et 23 romans. Voilà, c'est quand je vous disais merci à l'illustré sans qui, je ne serais ja j'aurais jamais atteint les 50 livres lus. Bah, voilà, 3 albums illustrés, 13 bandes dessinées, donc on est quand même sur, voilà, 16, formats, illustrés, qui se lisent plus rapidement qu'un roman. Et donc 23 romans, voilà, à côté. Il y avait aussi des novellas, d'autres formats courts quand même. Et sur ces 48 fictions, j'ai lu donc 3 récits historiques, 2, alors, en vrai, il y en a je pourrais les mettre dans l'historique parce que, par exemple, Notre-Dame de Paris, c'est un roman historique, mais j'ai mis dans la catégorie classique, donc 2 classiques, Le Comte de Monte-Cristo, le tome 1, et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voilà, 2 thrillers/policiers, un genre que je lis très peu habituellement. 6 romans, 6 romans fantastiques, 3 romans, de science-fiction. Je mets, tout ce qui est steampunk, dans la catégorie science-fiction parce que, bah, pour moi, le steampunk, c'est de la science-fiction dans le passé, et 32 fantasy. Donc le genre majoritaire cette année, c'est la fantasy. Je trouve que la tendance est un peu inversée par rapport à l'année dernière. Alors j'ai plus les chiffres en tête de l'année dernière, vous imaginez bien. Mais l'année dernière, j'avais lu quand même, ou alors c'était à parts égales, mais j'avais quand même beaucoup plus de fantastique, et peut-être que j'avais plus de fantastique que de fantasy, ou alors c'était moite-moite. La science-fiction, à chaque fois, j'en lis peu, hein, ça c'est clair. C'est pas le genre qui m'attire le plus. Mais voilà, quand même cette année, on a plus de fantasy, mais encore une fois, cette dominance-là de la fantasy vient, du fait que j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, et beaucoup de bandes dessinées qui étaient de fantasy. Généralement, par exemple, quand je lis plusieurs tomes d'une même série, bah, automatiquement, j'ai plusieurs tomes qui s'enchaînent et qui se rajoutent à la fois dans un genre, quoi. Petite pause, hydratation. Ah oui, ce que je vous dis pas, c'est que j'ai cru que j'allais pas pouvoir tourner cette vidéo parce que hier j'étais malade comme tout, je n'avais plus de voix, j'avais le nez plein, je l'ai encore un peu. Enfin, j'avais mal à la gorge, ça, j'ai dit: «Je vais jamais pouvoir tourner ce bilan», bref. Mais du coup, ça va mieux, mais j'ai encore la gorge sèche, donc à tout moment, ça part en quinte de tout, quoi. Alors, autre statistique que je voulais vous partager, alors là, comme je ne sais plus de tête, combien de maisons d'édition différentes, il y avait, représentées dans mes 50 lectures, donc je sais pas, je pourrais pas vous dire statistiquement, proportionnellement, mais en gros, d'après ce que j'ai compté, il y aurait au moins 8 maisons d'édition indépendantes représentées dans mes lectures, et un livre que j'ai lu, un roman que j'ai lu, c'était de l'auto-édition. Voilà, alors pourquoi je vous en parle? Parce que, comme je veux soutenir la littérature francophone, je trouve que c'est important aussi de soutenir les maisons d'édition indépendantes, qui souvent aussi, ont tendance, justement à mettre en valeur des plumes francophones.
Donc ça me tient à cœur. Alors c'est une statistique que je fais pour la première fois. Je le faisais pas avant dans mes autres bilans, donc je ne saurais pas, si j'en ai plus ou moins que les années précédentes, mais comme c'est des maisons d'édition vers lesquelles je me tourne beaucoup naturellement, en tant que lectrice, j'en lis souvent, j'ai des livres qui viennent de là-bas. Alors je serais curieuse de voir l'année prochaine, parce que l'année prochaine, par exemple, il y aura plus Magic Mort édition et les éditions du Chat Noir qui auront fermé, et je lis beaucoup, beaucoup de romans chez eux. Donc ça va se retirer. Mais il y aura toujours Nemos, etc. quoi. Parenthèse, là, la vidéo elle sort le 28. Il vous reste 3 jours pour commander, acheter mes romans publiés chez Magic Mirror Édition que je remets là rapidement. Ils sont tous épuisés déjà en papier, mais ils sont encore disponibles en numérique jusqu'au 31 décembre à minuit. Et il y a peut-être des promos en ce moment d'ailleurs. Voilà. Donc, lisez des maisons d'édition indépendantes. Souvent, les maisons d'édition indépendantes proposent des pépites, parce que je trouve qu'ils ont plus. C'est des maisons qui ont plus tendance à prendre des risques et à aller chercher des concepts, des histoires qu'on voit moins ailleurs. Vous voyez. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en imaginaire. Alors, ensuite. Une nouvelle statistique que je ne faisais pas les années d'avant encore, c'est l'origine de mes lectures, comment le livre a été acquis. Pour les 50 lectures, 19 m'ont été prêtées, données, offerts, ce sont des emprunts. Par exemple, j'ai 2-3 livres que j'ai empruntés à mon propre CDI, CDI où je travaille dans mon collège, parce que c'était des lectures que j'ai fait aussi dans le cadre du prix littéraire, du défi lecture que j'organise avec mes élèves et d'autres collèges. Donc je les ai lus dans le cadre du travail, mais je les comptabilise bien sûr dans mes lectures de l'année, puisque je les ai aimées et que c'est de l'imaginaire. Et donc il y a aussi des livres qui m'ont été offerts en cadeau, des livres qui m'ont été donnés parce qu'une personne n'en voulait plus forcément dans sa bibliothèque, qui me les a proposés. Et il y en a, ça a été des prêts. Je pense notamment à Perceline et Valérie, qui si elles passent par là, j'ai tendance un peu à considérer leur bibliothèque comme une bibliothèque de quartier, justement. Je devrais vous faire une carte chez vous. Donc voilà, alors pourquoi j'en parle? Parce que j'aimerais bien, pour l'année 2026, un peu baisser mes achats de livres. En fait, j'avais tendance, jusqu'à cette année, à des fois, mais en fait, je dépensais beaucoup, beaucoup d'argent dans les livres. Avec le prix du papier qui augmente, voilà, donc le prix des livres qui augmente de plus en plus. Je me dis: «Il faut peut-être que je me calme», ma maison ne s'agrandit pas, voilà, ne peut pas s'agrandir à la place que j'ai, donc j'ai quand même racheté une bibliothèque en plus cette année, même plusieurs bibliothèques en plus cette année, vous en avez une juste là. Donc j'ai pu quand même, agrandir mon espace de stockage de livres, mais faut que je m'arrête en fait. Surtout que ma pile à lire est énorme, j'ai même pas cherché à compter les livres qu'il y a dedans, et en fait, j'ai déjà tellement de lectures qui m'attendent parfois depuis des années, faut que je me calme. Donc là, j'ai quelques achats qui vont être prévus avec mes cadeaux de Noël, d'anniversaire, puis parce que j'ai un challenge pour 2026 que je vous présente bientôt, où je vais devoir faire quelques achats, mais je vais me limiter vraiment quand même pas à ça. Mais il y aura quand même les sorties que j'attends le plus, les sorties des copines et tout, j'irai, tu vois. Mais voilà, je vais drastiquement baisser mon nombre d'achats à l'année. Quasi 20 livres qui n'ont pas été achetés sur les 50. Bon, c'est pas la moitié, mais c'est quand même pas mal. Encore une fois, tout ce qui est bande dessinée et tout, ça a été des emprunts aussi à mon oncle notamment, qui est un collectionneur de bande dessinée et qui en a plusieurs milliers chez lui. Donc quand il y a une bande dessinée que je veux lire, il y a de fortes chances qu'il l'ait. Et du coup, je peux emprunter toute la série, c'est pratique ça. La répartition de genre des auteurs Horis que j'ai lus. Alors, sur les 50 lectures, il y a des lectures qui sont ces suites de sagas, tout ça, toute une saga qui sont des mêmes autoristes. Sur l'ensemble de l'année, j'ai lu 15 auteurs, 30 autrices et 3 autoristes.
sachant que dans les 3 autoristes, alors je me permets de mettre dedans Elena Ferrante parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, Elena Ferrante qui a notamment, écrit L'Amie prodigieuse, c'est un nom de plume et aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui se cache derrière ce nom de plume, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc quand même, je suis contente que, 15 auteurs, 30 autrices et 3 autoristes, donc 33 personnes qui sont pas, des mecs, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que pendant longtemps dans la littérature et que ce soit dans les littératures de l'imaginaire aussi, les, auteurs hommes, donc les auteurs ont été beaucoup mis en avant, je trouve. Il y a aussi pas mal de préjugés qui restent encore sur ce qu'écrivent les femmes, et cetera. Donc moi, encore une fois, ça me tient à cœur de mettre en avant des autrices et des autoristes. Hem, mais après c'est pas non plus, comment dire? C'est pas quelque chose que je fais, consciemment quand je vais choisir mes lectures, que je vais acheter, mes livres ou voilà. En fait, naturellement, j'ai plus tendance, je me suis aperçue, ça fait depuis des années, à lire beaucoup plus d'autrices que d'auteurs. Même quand je regarde dans mes bibliothèques et tout, j'ai beaucoup plus d'autrices que d'auteurs. Et donc, c'est une petite fierté aussi. Naturellement, je me penche, vers, ce genre d'autrices et d'auteurisses. J'ai pas comptabilisé, cette année, j'ai cité de quel, pays d'origine venaient, les livres que j'ai lus, mais j'ai pas regardé, combien il y avait d'auteurs racisés, par exemple. Heu, c'est très blanc, hein. Je dois vous l'avouer, de ce que je vois là, mon avis, c'est très, très blanc et ça aussi, j'aimerais bien, que ça change en 2026. Donc j'aimerais bien plus axer mes lectures vers aussi d'autres cultures. Heu, donc voilà, objectif 2026 pour orienter mes lectures. Et voilà pour les statistiques qui ont duré, plus de la moitié de la vidéo, je pense. Maintenant, je vous propose, de vous parler, quelques lectures que j'ai fait cette année. Alors encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas parler des 50 lectures parce que, c'est pas possible. Il y a certaines, j'ai plein de choses à dire, certaines non. Donc j'ai décidé de vous faire, vous parler de quelques, lectures notables cette année. Comme j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas eu de mauvaises lectures cette année, je vais pas vous faire une partie flop et top. Je vais juste vous parler de peut-être la lecture, la moins bonne lecture que j'ai eue cette année, celle qui m'a le plus déçue et ensuite je vais vous parler de 4 lectures notables, que j'ai en gros bien aimées et qui je pense, me marqueront le plus cette année. Ma moins bonne lecture, j'en ai déjà parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Attention Didine que je cogne pas. C'est donc La Quête de l'Oiseau du Temps, qui est une série de bandes dessinées, de Le Tendre et Loisel. Alors j'ai lu toute la saga L'Oiseau du Temps, la première époque, parce que c'était une série que de 5-6 tomes de mémoire, je sais plus, elle est pas si longue que ça, qui est sortie à la fin des années 80. Et récemment, là, il y a une série beaucoup plus longue qui est un préquel de L'Oiseau du Temps, que je ne lirai pas parce que, j'ai pas assez accroché à, cette œuvre, pour avoir envie de suivre les destins de certains personnages dans leur jeunesse, vous voyez? Je l'ai lu parce que c'est un peu considéré comme un monument, de la BD franco-belge. Aussi, plus généralement, dans tout ce qui est fantasy, francophone, c'est un nom, quoi. Alors, La Quête de l'Oiseau du Temps, c'est alors c'est dans la fantasy pure, vous pouvez pas faire plus fantasy des années, fin des années 80. Donc il y a, en gros, la grande menace de ce monde en mode, le sorcier des ténèbres, quoi, le seigneur du mal, comme il y a souvent dans ces fantaisies-là, qui a été scellé, en fait, dans une conque. Au revoir Didine, tu t'en vas? Oh oui. Oh, tu vas manger tes croquettes, ça va faire du bruit dans la vidéo. C'est pas grave.
Il a été scellé et tout, sauf que des années après, il menace en fait de se libérer de cette conque et du coup, bah, destruction du monde. Donc la reine sorcière Mara, qui après dit ça, envoie sa fille, Pélis, la charmante jeune fille, sur la couverture. En quête, elle va, partir, à la recherche d'un vieux chevalier, donc c'est Bragon, je sais pas comment on dit, pour qu'ils aillent, trouver l'oiseau du temps, d'où la quête de l'oiseau du temps, parce que, bah, ils ont besoin, l'oiseau du temps, pourrait bien, vaincre, la menace qui risque de revenir, vous voyez? Donc on est vraiment dans le schéma classique de la quête de fantasy et en chemin, ils vont rencontrer, plein d'autres personnages qui vont se rallier à leur groupe. C'est pas, quand on le lit en 2025, c'est pas novateur parce que en fait, bah, ça ressemble à beaucoup de classiques de la fantasy, mais encore une fois, il faut savoir que l'œuvre, elle a, plus de 40, enfin bientôt 40 ans, peut-être plus de 40 ans maintenant. Donc voilà et donc ça, c'est pas un défaut en soi et je reconnais, je comprends en fait. Tu remontes? Tu viens de me lécher le pied là. On comprend pourquoi. Je comprends pourquoi, notamment par sa fin qui est assez, mélancolique, voire tragique et la relation forte qui se crée entre certains personnages. Je comprends pourquoi ça a pu marquer. Après, moi, ce que je vais lui reprocher, Hem, bah, c'est propre à moi-même, hein, en tant que femme. Bah, voilà, ça sent que c'est les années 80, l'écriture, des personnages féminins, waouh, quoi. Et alors quand je dis: «Je sens que c'est les années 80», mais c'est pas une excuse parce qu'il y a des autres œuvres des années, de la même époque où les personnages féminins sont, bien mieux écrits, quoi. Enfin, si on peut reprendre un exemple connu, enfin, à la même période, il y a Star Wars qui sort, Princesse Leia, elle est tellement mieux traitée et elle a à peu près le même âge que Pélis. Pélis, c'est dit qu'elle a quoi? 16, 17 ans, c'est encore une gamine, quoi. Elle est, mais sexualisée à outrance, quoi, bon là, je vais pas vous montrer, mais en fait, elle tient une tunique, elle porte une tunique hyper échancrée qui laisse voir toutes ses cuisses. Tous les personnages presque veulent la sauter, hein. Dans le premier tome, ils sont dans une forteresse, d'espèces de peuple un peu simiesque, qui ressemble un peu à des singes, qui, sont des pervers, de qui ils font prisonnier Pélis, on voit ils veulent, bah, ils veulent lui sauter dessus, quoi, littéralement. Et ils veulent s'enfuir et à la fin, pour faire diversion, bah, qu'est-ce qu'elle se fait? Elle se met à poil, en fait et du coup, bah, ce peuple-là, de d'animaux, en fait, essaie lui court après et les autres peuvent s'enfuir. Enfin, ce genre de truc, voilà, quoi. Waouh, 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 waouh! Il y a un autre personnage féminin qui apparaît à la fin de la série où, bah, c'est un peu la bonne sauvage, qui vit littéralement toute nue, qui est un peu la gardienne, de l'endroit sacré où ils doivent être et bah, en fait, ils arrivent, un peu spoiler, mais ils arrivent un peu à avancer dans leur enquête parce qu'elle s'amourache, du mec de la bande, quoi. Et sans parler de ce fameux mec que je sais plus, il a même pas de nom, en fait, qui rejoint la bande. Au début, quand Pélis va chercher le dragon, Ivy, il est reclus, il est à la retraite dans un village et en fait, dans ce village-là, il y a un type, qui, est en pamoison devant, Pélis parce qu'il la trouve vachement sexy et à quel point il monte à la fenêtre, dans la nuit pour essayer de l'observer et du coup, bah, elle a dérobé, quoi. Bon, ah et bon, il surprend du coup sa conversation avec Dragon et tout et en fait, il va décider de les suivre. Il met un casque, en fait, de chevalier pour pas qu'on le reconnaisse. Il va essayer de les suivre, tout ça parce parce qu'il est en chien sur Pélis, en fait et moi, ce personnage-là, une fois que j'ai compris que ce personnage masqué qui les rejoint, bah, en fait, c'est le pervers du début, ah, ça m'a saoulée et en fait c'est jamais remis en question ça, c'est vraiment, ah ouais, 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 en mode, c'est les lecteurs masculins qui vont ouais, se reconnaître dans ce mec-là, quoi. Waouh! Voilà, alors désolée si vous êtes, fan de La Quête de l'Oiseau du Temps, mais moi j'ai vraiment du mal avec ça. Heureusement qu'il y a quand même l'univers, l'histoire, mis à part ça est quand même top. La fin, fait moi, la fin, le choix d'aller vers cette fin-là, fait quand même revoir mon avis à la hausse, donc ça c'est cool. Mais sinon, ouais, j'ai eu du mal, quoi. Et je vais passer à de meilleures lectures et j'ai trouvé une transition parfaite puisque autant j'ai pas trop aimé La Quête de l'Oiseau du Temps de Loisel, notamment
et de le tendre, mais Loisel, il a fait une autre œuvre très célèbre, son adaptation slash préquel de Peter Pan, que j'ai lu en début d'année et que j'ai adoré. Euh, alors, je vais pas m'attarder trop dessus parce que j'en ai déjà parlé dans un update lecture dédié que je vous mettrai en haut. Je sais jamais où c'est. Là. Mais j'ai, en tant que quelqu'un qui aime beaucoup le roman de Barry, qui est fasciné par cet univers aussi onirique, étrange, voire un peu terrifiant parfois de l'univers de Peter Pan, j'ai trouvé que dans cette préquelle de Loisel, alors je l'ai plus sous la main, je l'ai rendu à mon oncle, mais je vous mettrai des images si vous voulez. J'ai trouvé que cette préquelle de Loisel, donc qui revient sur l'origine de Peter Pan, comment un simple garçon des rues de Londres dans les années 1880 va devenir, en fait, va arriver au pays imaginaire et devenir, en fait, ce gamin, ce garçon éternel qui, quand connaît Peter Pan avec des yeux d'adulte, est un personnage un peu terrifiant sous certains aspects. Et j'ai vraiment adoré comment il fait le lien entre ce qui était Peter, vraiment Peter le gamin des rues, et Peter Pan, quoi. Pan. Euh, j'ai beaucoup aimé, alors même s'il a attendu le lien avec Crochet, je l'ai beaucoup aimé. Toute la faune et la flore du pays imaginaire, waouh. Le pays imaginaire en lui-même est terrifiant parce que c'est vraiment le pays de l'oubli. D'ailleurs, le Neverland, pays de nulle part, je préfère cette tradition au pays de nulle part parce que ça correspond plus. C'est un pays, en fait, une fois que... Alors, on est éternel, mais si on y meurt vraiment, genre... on meurt également dans l'esprit des gens. Les gens, au bout de quelques jours, ils ont oublié qu'on existait, alors qu'on comptait pour eux. Vous voyez, c'est un peu terrifiant, cette notion d'oubli. Ce qui est dans le roman, hein, spoiler, à la fin du roman, on apprend que Clochette a fini par mourir et que Peter Pan, il sait plus qui c'est Clochette. Hein, voilà. Clochette, d'ailleurs, en parlant d'elle, elle correspond bien à la Clochette petite peste du roman. Alors là, elle est habillée aussi, elle est un peu rondelette, un peu pin-up, hein, on se refait pas. Mais c'est un peu ça déjà dans le Disney. Hein. Mais c'est une saleté, pour rester poli, ce qui correspond au roman. Je rappelle que dans le roman, au début, elle essaye de tuer littéralement Wendy. Enfin, elle manipule les enfants perdus pour qu'ils tuent Wendy. Et c'est grâce à la chance que Wendy, elle survit. Hein. Voilà, il y avait 99% de chances qu'elle meure, sinon. Hein. C'est vraiment une chance inouïe. Disons que là, Clochette, elle est un peu plus chanceuse dans les BD de Loisel. Elle arrive plus à ses fins, c'est ce que je veux dire. Bref. Et ce que j'ai adoré, c'est l'origine de Peter Pan. D'où vient le nom Pan, voilà. J'en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais je vous renvoie à mon update lecture et je vous renvoie tout simplement à cette œuvre qui... alors, à pas mettre entre toutes les mains, c'est très sombre, hein, très dérangeant aussi. Hein. Il y a des scènes vraiment terrifiantes. Il y a aussi des évocations de Jack l'Éventreur, tout ça. Franchement... c'est assez dark, quoi. Soyez prévenus. Cette année, j'ai aussi lu mon cher Totor, mon cher Victor, avec Notre-Dame de Paris. Je vais pas m'attarder trop dessus parce que j'en ai parlé récemment aussi dans mon update, dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'avais mis dans une des catégories. Je l'ai enfin lu en intégrale. Donc là, c'est une version super jolie poche. Il fait 700 pages en tout, hein, à peu près. C'est un coup de cœur phénoménal. Enfin, je savais, hein, j'adore Victor Hugo, hein, c'est pas pour rien que c'est mon auteur classique préféré. Mais il était temps, j'avais quand même une lacune, je l'avais jamais lu en entier, Notre-Dame de Paris, même si je connaissais l'histoire, je l'avais jamais lu en entier. Donc là, j'ai pu redécouvrir tous ces personnages qui m'ont tous autant fasciné les uns que les autres, que ça soit Quasimodo et la Esmeralda, mais bien sûr Claude Frollo, ce personnage aussi fascinant que terrifiant, que ténébreux, que pathétique. Waouh. D'autres personnages qu'on voit moins parce qu'ils sont pas dans toutes les adaptations. Je pense à Gringoire qui est dans la comédie musicale mais qui a rien à voir avec la comédie musicale. C'est un personnage vraiment pathétique et comique dedans. Je pense à Géant, je sais jamais comment on dit, le petit frère de Frollo, ce genre de choses. La recluse qui a, je sais plus son nom,
qui vient de Reims d'ailleurs, près de chez moi, qui est un personnage qui zappé dans toutes les adaptations, mais j'ai adoré tout le lien qui se crée entre tous ces personnages, le côté tragique comique de cette grande fresque du Moyen-Âge de Paris, qui est une déclaration d'amour à l'histoire de Paris. Waouh, 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 waouh. Bon, là, bientôt, dans quelques jours, la semaine prochaine, dans une semaine, quand je tourne, là, je vais voir la comédie musicale à Paris, le Revival. Donc, je suis contente m'être remis en tête le roman d'Hugo pour voir un peu les différences. Et vraiment une claque monumentale. Et ça confirme le fait que je veux écrire mon œuvre, mon roman, mon grand œuvre, entre guillemets, la meuf qui s'emballe. Un peu en hommage à Victor Hugo, c'est le projet de ma vie. D'ailleurs, cette duologie, son surnom maintenant, ça va être Projet Hugo, parce que je sais que dedans, je vais mettre un peu des Misérables, un peu de Notre-Dame de Paris. Ça confirme que Victor Hugo, son univers, ses thématiques, sa plume qui est magnifique, ses personnages monstrueux, tout ça, c'est ça que je veux de faire dans un de mes romans. Et c'est ça que je veux continuer à lire. Je vais lire d'autres Victor Hugo en 2026, relire et lire, et je vous en parle bientôt sur la chaîne. Et voilà, si ce n'est pas déjà fait, lisez Notre-Dame de Paris. Ne vous attardez pas, oui c'est vrai, il y a le fameux chapitre Paris à vol d'oiseau, au pire vous le passez. Vous attardez pas, vous n'ayez pas peur aux grandes descriptions qui durent 20 pages, elles sont là c'est vrai, mais passez outre en fait, ça serait dommage de louper un tel chef-d'œuvre. Je vous en parlais en début de vidéo. Cette année, en fin d'année, j'ai enfin plongé dans l'Assassin Royal de Robin Hobb. Et quel plaisir! C'est une saga de fantasy que je connaissais de nom, bien entendu. Je pense que si vous êtes un amateur de fantasy, vous en avez déjà entendu parler, si vous ne l'avez pas déjà lu. Et ça fait partie de ces œuvres qui sont fondamentales un peu de la fantasy. Genre, quand je pense à Seigneur des Anneaux, La Roue du Temps, Game of Thrones, le Trône de Fer. Ça faisait partie de ça, mais qui me faisait un peu peur. Alors autant le Trône de Fer, j'avais lu le premier tome, ce qui correspond à la fin de la saison 1, l'intégrale 1. Autant le Seigneur des Anneaux, il me fait peur. Je sais pas si je le lirai un jour. Enfin, comme je lis du Tolkien un jour, mais voilà, ça me fait peur. La Roue du Temps, j'avais regardé la série que j'avais adorée, ils ont annulé au bout de 3 saisons, alors que la troisième est géniale, bref. Mais ça fait 14 tomes, je crois. Et encore, je crois que la version française est divisée, donc il y en a 28. Et il y avait les Aventuriers de la Mer, l'Assassin Royal, toute cette saga de Robin Hobb, qui est en plusieurs époques. Donc, de mémoire, il y a donc l'Assassin Royal, la première époque, et 3 tomes qui sont épais. Les Aventuriers de la Mer, l'Assassin Royal, deuxième époque, le truc des anciens avec les dragons, là, je sais plus le titre. Et enfin, l'Assassin Royal, troisième époque. Donc ça, vous faites le calcul, le nombre de trilogies qu'il y a, et c'est des pavés, quoi. Donc, je savais que je voulais le lire, mais pas forcément tout de suite, sachant que la première époque de l'Assassin Royal, je l'avais lu en bande dessinée il y a des années. Encore une fois, mon oncle l'avait en bande dessinée, ça a été adapté il y a 10 ans, je crois, en bande dessinée. Et je les avais lus, donc j'avais quelques souvenirs, j'avais quelques notions de l'univers, des personnages. Mais dans les détails, pas du tout. Et puis c'est une bande dessinée, donc ça écume, enfin ça retire plein de choses quand même. Et donc, pourquoi finalement j'ai décidé de lire? Parce que entre-temps, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai eu une envie, une idée de faire une vidéo, un essai vidéo sur la figure du fou, du roi, du bouffon dans l'imaginaire. Et parler de ce genre de personnage dans l'imaginaire sans parler du personnage du fou, avec un nom F dans l'Assassin Royal, ça n'a aucun sens. Parce que quand on pense à un bouffon dans l'imaginaire, ça va être celui qui va revenir en premier, à quel point il a un rôle important dans cette saga. La dernière trilogie s'appelle littéralement Le Fou et l'Assassin, voilà. Et ça, de mémoire de ce que je me souvenais d'avoir lu la bande dessinée à l'époque, je me souvenais qu'il était important quand même. Et comme j'ai décidé de me mettre au livre audio, comme je vous ai dit,
d'une pierre deux coups, bah, je lis l'Assassin Royal en livre audio et j'adore, j'adore, j'adore. Il y a un côté, très, roman d'apprentissage. Attendez, pause. Ce qui est très intéressant dedans, c'est, la façon qu'a Robin Hobb d'écrire, c'est vraiment les personnages. Parce que on est dans une narration à la première personne du point de vue de Fitz Chevalery, qui est notre narrateur, notre personnage principal, qui nous raconte son histoire. Ça commence, l'année de ses 6 ans quand il arrive, au château, parce qu'il est en fait, je vous ai même pas parlé d'histoire, il est le bâtard, du prince héritier et du coup, il arrive au château, pour que en gros, la famille de sa mère dit: «Bon, bah, maintenant il a 6 ans, on a assez de le nourrir, que son prince de Perse s'occupe de lui», voilà. Et en tant que bâtard, on va parce qu'il constitue comme une menace pour la couronne, un peu, puisque c'est un potentiel, héritier, bah, le roi actuel va décider d'en faire un assassin, comme ça il va lui en mode, «S'il a ma botte et cetera, il pourra jamais se rebeller contre moi». Et on a toute son histoire de son enfance jusqu'à, bah, son âge adulte et je sais que la saga continue jusqu'à la cinquantaine, quoi. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir fils qui, plus âgé, nous raconte son histoire. Du coup, on est toujours uniquement de son point de vue, donc narrateur non fiable, surtout qu'au début c'est un enfant, un ado après, qui a une version biaisée du monde parce que pendant longtemps, il connaît rien d'autre du monde que ce château où il est élevé en tant que bâtard. Donc bâtard, il est très mal vu par plein de personnes, parce que il représente une menace pour plein de gens au pouvoir, tu vois? Et donc on est vraiment sa tête. Par contre, il va avoir les relations qu'il va nouer avec d'autres personnages. Je pense à ceux qui vont le prendre sur son aile, Burick, en fait, le maître d'écurie qui a été, l'homme de son père, du père de Fitz, qui va l'élever presque comme un fils adoptif. Donc Ombre qui est, le fameux assassin, Fitz va devenir son apprenti, plein d'autres personnages, même, Vérité, qui est, l'oncle un des princes, l'oncle de Fitz. J'ai adoré en fait ces personnages qu'on voit à travers les yeux de Fitz, mais aussi les liens qui vont nouer avec Fitz et bien sûr le fou. J'ai adoré le personnage du fou et le lien qu'il est en train de nouer avec Fitz et son rôle dans l'intrigue plus généralement dans ce monde. Parce que c'est pas un garçon comme les autres. Le fou, rien qu'à son apparence, il est presque un peu alien, pas dans le sens science-fiction, mais genre il est autre que l'humain, aliéné, alien, ouais, il est albinos, à quel point il est en noir et blanc. Sa peau n'a pas de pigmentation, il a la peau blanche, vraiment blanche comme ça, quoi. Les yeux blancs, et il est habillé en noir et blanc. Enfin, j'adore ce personnage et il me fascine. Voilà, et j'ai tellement adoré, j'adore ce que je lis là, donc j'ai presque fini, enfin je suis à la moitié du tome 2. Je suis waouh, waouh, waouh. Donc voilà, je suis tellement heureuse d'avoir découvert enfin l'Assassin Royal, hein, et je comprends, que ça soit la saga préférée de beaucoup de personnes. Et donc je vais poursuivre ma lecture, pour l'année 2026 pour, pouvoir plus tôt possible, vous proposer cette vidéo-là, sur, les fous dans l'imaginaire. Et en parlant de fous, ça tombe bien, puisqu'une autre de mes belles lectures de l'année 2025, vous l'avez sans doute vu passer, il s'agit de Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer, qui est une réécriture, de Peau d'âne, Peau d'âne, attention, young adult chez Gulfstream, c'est une duologie, donc là j'ai presque fini le tome 2. Une réécriture, il y a pas que ça, puisqu'il y a des références à d'autres contes, à d'autres, récits du Moyen Âge, par exemple, la chanson de Roland avec Roncevaux et d'autres contes, le roman de renard et tout. Et on suit la princesse Blanche. Alors je vais pas tout vous résumer si vous connaissez l'histoire de Peau d'âne, voilà, une jeune princesse qui doit fuir son père, qui veut l'épouser. Et il y a des fées, tout ça là-dedans, j'aime beaucoup. Mais c'est aussi une histoire de pouvoir, de complot, de politique, de lutte pour, prendre la tête du royaume de la princesse. Et le deuxième personnage principal, c'est le fou du roi. Je ne veux pas en dire plus parce qu'au fur et à mesure de l'intrigue, on va en découvrir plus sur ce fou.
Et en fait, c'est la lecture de Peau d'âme, le tome 1 en début d'année, qui m'avait donné envie de faire ma vidéo sur les fous d'ailleurs. J'adore le personnage du fou, j'adore sa relation avec la princesse et l'univers de Peau d'âne. Je suis vraiment contente d'avoir, découvert l'univers à la plume d'Aude Ziegelmeyer, qui est également illustratrice. Elle sait tout faire, franchement. Allez la suivre sur Instagram, c'est Crimson Spine, son compte. C'est magnifique parce qu'elle illustre son roman. Donc c'est super quand on adore le roman, on peut voir les personnages prendre vie. J'adore Peau d'âme. Je vais pas y arriver. Et donc je vous mets en référence mon update lecture de l'époque. Le tome 2, je l'ai presque fini, j'adore ce que je lis. Je pense que je vous en reparlerai dans un prochain update lecture, plus généralement sur le tome 2. Donc voilà, une année de lecture marquée par des fous, parce que on pourrait dire que Peter Pan, il a un côté un peu bouffon, inquiétant. Et dans Notre-Dame de Paris, des personnages comme Gringoire ou Jean, ils ont un peu ça aussi, je trouve. Donc voilà, c'est pas pour rien que mes lectures notables se ressemblent sur ce point-là, j'imagine. Je ne sais pas. Et maintenant, Didine, je t'ai fait peur. Didine, je t'ai réveillé. Oh, c'est dur la vie de chat, hein. J'ai enfin fini le tournage. Didine a été à peu près sage. Vous la voyez là? Oui. La vidéo dure encore 1 heure. J'ai la gorge desséchée, mais tout va bien. J'ai réussi à le faire. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Pour me prouver que vous êtes regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas, si vous voulez, à mettre en commentaire. Ça pourrait être un sapin de Noël ou un Père Noël. Alors, c'est un gnome. Un truc en lien avec Noël, puisque j'étais habillée en Noël aujourd'hui, donc un petit sapin de Noël, voilà. On peut faire ça. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne année 2026, puisque la vidéo sort juste avant le nouvel an. Et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo l'année prochaine. Clin d'œil à la blague. Parce que je vous prépare plein de belles choses. Voilà, et j'en dis pas plus, mais que ça soit en tant que booktubeuse ou en tant qu'autrice, j'ai plein de choses à vous partager et ça va arriver bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures, de merveilleuses fêtes de fin d'année, une bonne année 2026 et à bientôt.